Le cercle RH, notre débat quotidien pour parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité parce que le mouvement social bat son plein. Deuxième manifestation, c'était hier avec un mouvement social crispé sur ce projet de réforme des retraites. Et un livre, justement, nous dévoile les coulisses du dialogue social. Dialogue social ou dialogue de sourds, et les deux auteurs sont sur mon plateau. Et évidemment, on va parler de ces manifestations, puis on va parler surtout de ce livre et de la manière dont, côté syndicat et côté direction, eh bien, on négocie dans l'entreprise. Alors, c'est beaucoup moins médiatique que ce qu'on voit à la télévision, mais dans l'entreprise, on dialogue, on construit et on invente peut-être l'entreprise de demain. Je vous présente les deux auteurs. Alain Condaminas, merci d'avoir répondu à notre invitation. CEO, donc patron, vous avez dirigé, vous êtes aujourd'hui à la retraite, si je ne m'abuse, dirigé les banques populaires Occitane, co-auteur de ce livre, et à côté de vous, vous avez quelqu'un que vous connaissez bien. Alors non seulement c'est votre co-auteur, évidemment, Frédéric Guyonnet, que je salue, mais vous avez eu à négocier très souvent ensemble. Frédéric Guyonnet, vous êtes le président du SNB, le syndicat national de la banque, syndicat majoritaire dans le secteur bancaire, et vous vous êtes dit un jour, tous les deux, on s'est beaucoup vu autour de la table, on s'est parfois un petit peu, je mets des guillemets, frité, en tout cas on a eu des bras de fer assez solides, et si on écrivait ce livre pour raconter ce qu'on n'a jamais écrit auparavant, les coulisses d'un dialogue social, c'est bien comme ça que ça a démarré. Absolument. Alors l'idée, je dois le reconnaître, elle revient à Frédéric Guyonnet, comme quoi, voyez-vous, même un syndicaliste peut parfois avoir de bonnes idées. Donc vous dites, tiens, j'ai quelqu'un qui a été en face de moi dans des négociations NAO, de salaire, de tous les sujets qui font vivre une entreprise. Tiens, si on l'écrivait, les coulisses, Frédéric Guyonnet, d'un dialogue social, excusez-moi pour revenir au faux dialogue social qui n'existe pas au plus haut sommet de l'État, il y a une réalité dans votre dialogue social. Ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, on est d'accord. Là, il y a un conflit, on n'est pas dans le dialogue. Non, mais là, il n'y a pas du tout de dialogue, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de compréhension de l'un et de l'autre. Alors, pourquoi on a écrit ce livre ? Parce que quand je suis devenu président du SNB, le syndicat national de la banque, j'ai rencontré des différents dirigeants et je me suis rendu compte que dans différentes entreprises, il n'y avait pas de dialogue social. Et je me suis dit, mais comment on peut faire pour montrer à ces patrons que le dialogue social est important, est essentiel dans l'entreprise. Et qui de mieux pour leur parler qu'un autre dirigeant. Et quand Frédéric m'a apporté l'idée, je me suis dit, il y a quand même bien des entreprises où il n'y a pas moyen de discuter avec les syndicalistes. Alors c'est peut-être pas mal que d'écrire un bouquin avec un syndicaliste pour faire passer des messages. Alors quand même, il faut préciser que pour ceux qui vont s'y plonger, et déjà pas mal de lecteurs s'y sont plongés, ça raconte évidemment des choses très pratiques du dialogue social, puis ça raconte aussi vos parcours. Juste un mot, parce que ça c'est très intéressant. Rien ne vous destinait, et ça c'est vraiment une réalité que les dirigeants, mais aussi les syndicalistes n'imaginent, rien ne vous prédestinait à faire des négociations au sommet, d'avoir des stress incroyables, de vous retrouver face à face. Dans vos parcours personnels, on le voit bien. Rien ne vous avait prédestiné à ça, rien ne vous avait formé. Vous êtes d'accord ? Totalement. Vous étiez banquier, vous n'étiez pas négociateur. Je dirais même que les syndicats, souvent, du moins dans les grosses structures, ont un avantage sur les patrons parce qu'ils sont formés à tout cela. Et les patrons ne le sont pas. Comment vous avez appris, vous ? Et on demandera à Frédéric Guyonnet, parce que tout ça, c'est un travail subtil. Comment on apprend ? Comment on se prépare à une négociation ? Comment on apprend le métier de la négociation, d'abord ? D'abord, il faut être convaincu que la négociation, c'est le meilleur chemin pour arriver à quelque chose. Beaucoup de choses nous séparent avec Frédéric Guyonnet, mais il y a une chose qui nous unit, et qui nous unit, je crois, de façon très, très forte, c'est la conviction que le dialogue social, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour les deux parties. Mais c'est un excellent moyen pour, d'une part, avoir une entreprise performante, ce que veut le chef d'entreprise. Ça, vous le liez. Un bon dialogue social, c'est une bonne performance de l'entreprise. Bien sûr, parce que moi, je ne connais pas, quel que soit le secteur d'activité économique, une entreprise où les salariés ne sont pas motivés. Alors, dans la motivation, il n'y a pas que les aspects matériels et les conditions de travail, mais il y a quand même... Il y a quand même, on est les d'accord, conditions de travail et les rémunérations. Et ça se discute. Et la négociation sociale, donc je le répète, pour moi, c'est un moyen. Ce n'est pas un but en soi. Mais c'est un moyen extrêmement important pour la performance de l'entreprise, et côté syndicat, évidemment, mais je vais laisser parler Frédéric Guyonnet, pour le bien-être des salariés. Frédéric Guyonnet, ça c'est la préface de Jean-Claude Mailly, qui a dirigé FO, on le sait tous, bien la préparer, et là il parle de la négociation, c'est savoir comprendre le contexte ainsi que les motivations et positions de son interlocuteur. Ça c'est des choses que, et vous êtes négociateur de branche, donc c'est des négociations de très haut niveau, il faut les préparer, et en fait il faut mentalement se préparer à cela. Ah, bien sûr, mais ça c'est des jours et des jours de travail. Il faut aussi
apprendre à connaître son interlocuteur pour savoir est-ce que le dirigeant ou le porte-parole, le DRH qui va mener la négociation arrive de suite avec le maximum de ce qu'il peut donner. Est-ce qu'il arrive avec une marge de manœuvre. Enfin voilà. Excusez-moi, connaître son caractère, Frédéric Guyonnet. C'est savoir comment le prendre. C'est tout à fait normal, oui. Donc ça, c'est aussi un travail aussi de psychologie qu'on n'apprend pas, parce que vous étiez dans le secteur bancaire, vous aussi. On ne l'apprend pas, ça. C'est le vécu, c'est le terrain, donc c'est l'expérience. Et pardonnez-moi, il y a une qualité qui est très importante, mais dans les négociations entre direction et syndicats, mais comme dans toutes les négociations, ce sont les mêmes techniques et les mêmes vertus finalement qu'il faut avoir. Oui, je suis d'accord. Mais l'empathie pèse beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir, pour la première fois, réussi dans un même livre à réunir côté dirigeant, côté syndicat, et de raconter les coulisses. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous répondez pas forcément. C'est-à-dire que chacun défend dans ce livre la position qu'il a tenue, vous défendez la vôtre et vous défendez la vôtre. C'est écrit dans le livre, noir sur blanc, mais je sais que dans les coulisses, et ça vous ne l'avez peut-être pas écrit, ça a pu chauffer parfois. Est-ce qu'il y a des moments où, malgré toute l'empathie que vous aviez pour Frédéric Guyonnet, malgré tout l'intérêt que vous portez au dialogue social, est-ce qu'il y a des moments vous avez vu rouge? Dites-nous tout. Oui, ça m'est arrivé. Peut-être laisser Frédéric Guyonnet le raconter. Mais je sais pas. Puisqu'il a subi. Mais c'est intéressant d'avoir le champ. Ah, c'est vous qui avez donc gagné le bras de fer. Non. Ça ne marche pas comme ça. Non, il ne s'agit pas de savoir qui il y avait un duel quand même là. Qui a gagné, mais on parle des bilatérales par exemple, qui sont des techniques des techniques qui sont des savoir-être mutuels et des points de rencontre. Dans les bilatérales. Comme en diplomatie, on appelle ça les bilatérales. Oui, peut-être. Ça fait partie du dialogue. Voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde sort. Ce n'est pas officiel et c'est une rencontre. Et là, on se parle. D'un syndicat avec la direction. Il n'y a pas les autres syndicats. Donc il n'y a pas de jeu théâtral, de posture, etc. Là, on se parle. Et là, on se dit les choses. Ah, là, on peut éventuellement se dire des choses et parfois se les dire de façon sympathique, mais néanmoins extrêmement ferme. Frédéric Guyonnet, ça révèle aussi qu'il peut y avoir des moments de tension, que le dialogue social, ce n'est pas la connivence, que ce n'est pas la complicité, c'est que chacun défend ses intérêts, qu'à un moment donné, il va falloir trouver un point commun à tout ça. Exactement. Je vais vous raconter une anecdote sur une négociation, sur l'intéressement-participation, qui est en fait l'accord le plus important, il me semble, qu'on négocie, en tous les cas, dans l'entreprise d'où on était tous les deux. On avait des points de vue divergents sur cet accord-là. Alain Condaminas voulait un accord très protecteur pour les salariés, c'est-à-dire que l'accord puisse déclencher quelque chose, même si l'entreprise faisait des résultats un peu moins bien. Alors que nous, on allait chercher le maximum en fait d'argent à distribuer. Donc, on n'était pas d'accord. Et on a menacé de ne pas signer cet accord-là. Donc le ton monte un peu là. Donc le ton monte un peu, chacun reste sur ses positions. Et en fait, à un moment donné, s'il n'y a pas de signature, il n'y a plus d'accord d'intéressement-participation. Et là, ça devient dangereux au niveau de l'entreprise, puisque les salariés peuvent en vouloir et à la direction et au syndicat de ne pas avoir trouvé un accord. L'accord, tout le monde est perdant dans ce cas-là. La négociation se termine. Alain Condaminas me convoque dans son bureau. Donc, la bilatérale. Alors, quand Alain Condaminas s'est énervé, je peux vous dire que vous tenez à carreau. Et là, il me dit, vous êtes irresponsable, monsieur Guyonnet, etc. Et donc, il part. Donc là, le ton est monté d'un cran supplémentaire. Et je lui dis, mais monsieur Condaminas, vous n'avez que les syndicats que vous méritez. Et là, du coup, on s'est assis autour de la table, on a essayé de trouver un point de rencontre. Et en fait, c'est ça le dialogue social, c'est de trouver un point où on se rencontre pour trouver un accord. Un mot, parce qu'on va commenter ce baromètre qui est le 5e sur le dialogue social, parce qu'il y a eu des réformes successives qui ont un peu modifié d'ailleurs la qualité du dialogue social. Qu'est-ce que vous en avez tiré au-delà de vos activités de directeur patron de banque? Comment ça vous a nourri ce dialogue social? Est-ce que vous avez regardé autrement, différemment les syndicats? Parce qu'on voit aussi dans certains regards de dirigeants une méconnaissance, une malconnaissance des syndicats, et peut-être un regard qui est finalement à l'image de ce que nous renvoient les médias au niveau national, et qui n'est peut-être pas la réalité de ce qui se passe. À l'origine, dans mes origines, je n'avais pas nécessairement une image forcément favorable. Ouais, vous le dites d'ailleurs, dans votre éducation, dans votre parcours. Tout. Et puis à un moment donné, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, celle dans laquelle nous étions tous les deux, il y avait quand même 2200 personnes, ça commence à compter un peu. C'est une entreprise qui était très syndiquée, 50 à 60% d'adhérents aux différents syndicats.
vous vous dites, je ne peux pas faire sans eux. C'est pas possible. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que finalement, les syndicats, même si vous en avez une mauvaise image au départ, ils sont extrêmement utiles. Parce que s'ils ne sont pas là, vous avez affaire à ce qu'on appelle les coordinations. C'est ça, ce qui commence à naître d'ailleurs. C'est-à-dire en dehors du réseau bancaire, il y a des mouvements, SNCF. C'est-à-dire des choses totalement informelles, incontrôlées, incontrôlables. Sans leader particulier. Les leaders changent à chaque assemblée générale, c'est-à-dire 1 à 2 fois par jour. Donc vous n'avez même plus d'interlocuteur. Le pire que les coordinations, alors là, ce n'est pas au niveau de l'entreprise, c'est au niveau de l'État, sont les gilets jaunes. C'est ça. Avec qui voulez-vous discuter? L'émanation, effectivement, le prolongement de tout cela. Il n'y a plus rien, tout explose. Frédéric Guenet. Donc, heureusement qu'il y a des syndicats. Heureusement et justement pour une forme d'apaisement social aussi. Et il n'y aurait pas la crise Covid, on y serait encore sur les gilets jaunes. C'est vrai. Perception, quand même, ça vous intéressait au premier chef. Juste une Allez-y, chose, Alain Condaminas. un dernier argument de l'utilité des syndicats. Quand il y a un conflit, les syndicalistes, en général, sont des gens qui savent ce qu'ils font. Je dis bien en général, il y a de tout chez les syndicalistes, chez les patrons aussi d'ailleurs. Mais ils savent qu'il y a un après-conflit et qu'il y a une vie après le conflit. Il faut toujours penser à cela. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vrai dans le syndicat et c'est vrai pour tous les sujets d'ailleurs qui nous concernent. C'est vrai pour tous les sujets. Mais si vous avez une coordination, ou si vous avez les gilets jaunes, ce qui est c'est même pas une caricature, mais qui est un cas extrême, on tombe là dans le radicalisme le plus total, personne ne pense à la sortie de l'autre côté. C'est vrai. Et on n'en voit pas le bout d'ailleurs. Et on n'en voit pas le bout. Ça ne s'arrête pas. Un mot quand même, parce que ce livre aussi renvoie à des conseils pratiques. Il y a aussi quand même dans votre livre, au-delà de vos parcours, au-delà d'anecdotes, l'idée d'être un bon syndicaliste, un bon négociateur et aussi un bon dirigeant pour nouer un dialogue constructif. La perception de la qualité du dialogue social. Alors ça c'est très intéressant, ça c'est les lois de réforme de 2008 notamment. On a tout réduit au courbouillon, plus de CHSCT, on a tout rassemblé dans un CSE. Alors la perception côté chef d'entreprise et DRH est plutôt bonne. Ils disent pour nous c'est pas mal le CSE, 7,8 sur 10 c'est la note après sondage, ça baisse fortement chez les salariés 5,7 et seulement 5 points sur 10 selon les représentants des salariés. Vous êtes un syndicat leader, vous réussissez d'ailleurs, je dirais un peu à contre-courant, à continuer à attirer des adhérents dans votre syndicat alors que la désyndicalisation est amorcée dans beaucoup de secteurs. Vous le comprenez, ce chiffre où les représentants des syndicats disent pour faire un bon dialogue social, on ne peut pas avoir 1000 sujets à traiter dans la même session de travail. Parce que c'est ça l'enjeu aussi aujourd'hui. Alors ce qui est sûr, c'est que quand on avait les comités entreprises, les CHSCT et les délégués du personnel, il y avait souvent des sujets qui étaient récurrents et qui revenaient dans les 3 instances une fois par mois. C'est vrai. Donc avoir une seule instance, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui est déconnant entre guillemets. Par contre, le fait d'être passé de 3 instances à une seule instance, donc le CSE, a réduit le nombre d'élus. Bien sûr. Et c'est là où en fait ça pose problème parce que on le voit, les relations sociales aujourd'hui sont de plus en plus complexes et il faut être de plus en plus professionnel. D'ailleurs, les services des relations sociales dans les différentes entreprises grossissent. Oui. Alors que derrière, on a beaucoup moins d'élus. Les élus aujourd'hui, alors en tous les cas... Donc l'effet s'inverse par rapport au début de l'émission. Ça veut dire que les entreprises se forment, s'aguerrissent au dialogue social, pendant que les syndicats s'appauvrissent. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Il y a de plus en plus de réglementations, il y a de plus en plus de lois qui les obligent à se remettre en question. La crise Covid, c'est les relations sociales qui ont piloté ça dans les entreprises. Ça a été un travail monstrueux. Juste avant de nous quitter, Alain Condaminas, ce livre qui vous a pris du temps, c'était un travail à 4 mains, d'échanges, de discussions. C'est toujours une aventure humaine d'écrire un livre. À qui vous le destinez, cet ouvrage? Parce que l'état du pays, l'absence de dialogue social, la difficulté de pouvoir faire avancer des sujets aussi importants que les retraites, est-ce que vous avez envie de l'envoyer à Elisabeth Borne? Est-ce que vous avez envie de l'envoyer à Emmanuel Macron? À qui il se destine, cet ouvrage? Je crois sincèrement à tout le monde. La France, vous venez de le dire, malheureusement, un historique quasi génétique de conflits et de progression sociale, souvent dans la violence. On ne va pas revenir sur l'histoire depuis 1789, mais c'est quand même ça. Quand on regarde dans les autres pays, dans beaucoup d'autres pays, je parle des pays du Nord, de l'OCDE, le sujet est complètement différent. C'est vrai. Et pourtant, c'est en France où peut-être, on vient de parler de l'évolution du CE en CSE, où il y a le plus de moyens pour les syndicats dans les entreprises, moyens donnés par la loi.
allez à l'étranger, demandez-leur quelle vision ils ont du système français. Oui, ils sont effrayés. C'est le modèle social français aussi. Hein. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, j'étais dans une banque canadienne, ils m'ont dit, mais c'est quoi les CE? Mais c'est une horreur pour nous. On a dû leur dire, non, c'est pas une... C'est le modèle totalement opposé, évidemment. C'est pas une horreur. Ça fonctionne. Et pourtant, eux, ils savent négocier, ils négocient plus que nous. C'est extrêmement paradoxal. Oui, c'est ça, parce qu'ils négocient quand même beaucoup. Oui. Un mot quand même, Frédéric Guyonnet, ce livre, vous le destinez à tout le monde, alors j'imagine aux DRH, aux syndicalistes, avec la préface de Jean-Claude Mailly et Geoffroy, et aux dirigeants. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a ce livre entre les mains. La suite pour vous de cette aventure syndicale et de l'histoire du syndicalisme, parce que vous l'écrivez à travers ce livre, vous racontez quelque chose de son évolution. Vous êtes totalement orienté vers un syndicalisme progressiste, j'irais presque un syndicaliste serviciel, parce que là, au niveau national, on voit des syndicats qui tiennent des banderoles, qui refusent, qui s'opposent, parfois violemment. J'ai le sentiment que vous portez un autre dialogue, un autre regard sur le syndicalisme. C'est un syndicaliste plutôt à l'allemande, ce qu'on retrouve en Allemagne, dans les pays du Nord, au Canada, où on est plus dans le dialogue, je dirais même vers la co-construction de l'entreprise. Alors je sais qu'Alain Condaminas n'aime pas ce terme-là. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, vous l'avez co-construit, votre livre, déjà, à la base. Non, mais Oui. au moins, vous assumez le fait de l'avoir co-construit avec Frédéric. Vous n'êtes pas disputé sur ce livre en l'écrivant. Non. Il n'y a pas eu de bilatéral. Non. Bon, il n'y a pas eu de bilatéral sur le livre. Enfin, on a discuté, mais jamais sur le fond du livre. C'est un débat que pose Frédéric Guyonnet, parce que co-construction, ça veut dire que l'entreprise et certains dirigeants disent attendez, moi je suis dirigeant de mon entreprise, et c'est pas au syndicat de me dicter n'est pas. Ce débat, il est posé. Hein, Je suis pas pour la cogestion, je le dis. Hein. Co-construction, moi j'ai entendu. Oui, mais co-construction, ça peut arriver assez rapidement. Oui, c'est ça, parce que tout de suite vous glissez sur la cogestion. Ah ben oui, je glisse là-dessus. Et ça, la cogestion, moi, je n'en veux pas. Il y a des... Enfin, pas dans mon entreprise, ou celle que j'ai dirigée, en tout cas. Maintenant, ça peut marcher. En France, les vrais exemples de cogestion qui marchent, on les cherche. Ou quand ça marche jamais très longtemps. Donc, cherchez l'erreur. Donc, chacun à sa place, c'est ça votre message ? J'engage tous les... Oui, chacun à sa place. Mais vraiment à sa place, pleine et entière, chacun. Dans un respect mutuel, excusez-moi de revenir. Vous voyez qu'on n'est pas d'accord. Ouais, voilà, donc voilà, voilà. Mais permettez-moi juste de dire une chose. Regardez, faites une comparaison sur 10 ans, 15 ans. L'évolution des voix aux élections professionnelles des syndicats, et comparez-le par syndicat au nombre d'accords signés annuellement par les syndicats. Il y a beaucoup d'accords signés. Ouais. Il y a beaucoup d'accords signés et vous remarquerez que ceux qui gagnent petit à petit de plus en plus de voix lors des élections concomitamment, sont ceux qui signent le plus d'accords. Voilà, moi, ça me frappe et je crois que ça apporte de l'eau à notre moulin. À l'idée d'avoir écrit un livre à quatre mains. L'AFB a fait une excellente enquête sur ce sujet-là en faisant un parallèle. AFB, Association Française Bancaire. En faisant un parallèle entre le nombre d'accords signés et la progression aux élections des syndicats signataires. Donc il y a un lien entre l'idée de co-construire et non pas co-gérer et l'idée de faire des adhérents et d'engager les salariés. Ce que cherchent aujourd'hui les salariés, c'est d'avoir des syndicats qui les représentent et qui arrivent à trouver des accords. Et pour trouver un accord, il faut qu'il y ait une signature au bout. Et c'est la vie de l'entreprise, on ne le dira jamais assez. On évoquait tout à l'heure le salaire, les négociations d'intéressement, le handicap, la formation. Multiples sujets passent à travers ce dialogue qui doit être nourri et construit, pas ce que l'on vit aujourd'hui évidemment au niveau national. Dialogue social, dialogue de ou, dialogue de sourds. Il y a un ou. Regard croisé d'un syndicaliste et d'un patron sorti chez Vérone. Alain Condaminas et Frédéric Guyonnet, les co-auteurs, les auteurs de ce livre. Merci de nous avoir rendu visite dans le Cercle RH pour ce débat à cœur ouvert sur votre réalité de patron et de syndicaliste. Merci à vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va intéresser Frédéric Guyonnet et probablement Alain Condaminas, les entreprises qui accueillent le mieux leurs stagiaires et leurs alternants. Ça, c'est un sujet intéressant et on en parle dans Fenêtre sur l'emploi.